Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous pub, média et com sur BFM Business. Toute l'actualité de nos plus grands communicants et acteurs du monde de l'information, de la diffusion, des réseaux sociaux. Hebdocom saison 2, épisode 22, c'est parti. BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire, une grande figure de la télé traditionnelle lance Leak, un média digital axé sur la culture maghrébine. Rachid Arabe, accompagné d'un de ses journalistes, Asdin Ahmed Chaouch, sont mes invités dans un instant. C'est l'actualité de la semaine. Nicolas de Taverneau passe la main après 37 ans à la barre de M6. Il a fait de cette petite chaîne qui monte l'une des chaînes préférées des Français. Edwige Chevrillon vient exceptionnellement dans Hebdocom pour nous en parler. Et pour terminer, plus de 123 millions d'Américains étaient devant leurs écrans pour suivre le Super Bowl. L'événement des marques a-t-il vraiment une ampleur mondiale? C'est notre focus du jour, mais tout de suite, j'accueille mes invités. Mes invités aujourd'hui, Rachid Arabe et Asdin Ahmed Chaouch, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Hebdocom. Je suis vraiment contente de vous avoir, je vous le disais. Rachid, vous avez lancé il y a 6 mois Leak, un média digital axé sur la culture méditerranéenne, 100% vidéo sur les réseaux sociaux. À vous deux, vous symbolisez quand même 2 générations. Vous êtes 2 figures emblématiques des médias. Comment les choses, elles ont évolué, Rachid, par rapport à quand vous aviez l'âge d'Asdin? Est-ce qu'il y a des choses qu'il n'y a plus ou qu'il y avait, qu'il n'y a plus? J'essaie de partager beaucoup avec Asdin le chemin que j'ai parcouru, non pas pour qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs, mais pour essayer de lui donner un peu de chemin. En gros, c'était peut-être plus difficile à mon époque de percer véritablement. C'est plus compliqué aujourd'hui. Pour des figures comme Asdin et quelques autres, parce que le climat n'est pas le même. Je suis embêté de répondre à cette question. En gros, moi, mon rôle aujourd'hui, que ce soit dans Leak ou dans mes relations avec Asdin et beaucoup d'autres jeunes journalistes, c'est de leur transmettre ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, et d'essayer d'apprendre d'eux comment je peux continuer de communiquer avec les médias d'aujourd'hui. Asdin, vous avez l'impression que les choses sont vraiment différentes? Moi, c'est vrai que j'ai fait ce métier, je vais être clair. Je me suis dit que je pouvais le faire parce que j'ai vu Rachid. Ça, c'est indéniable. On s'est rencontrés. C'est votre modèle? Oui, un inspirateur, en fait. Moi, évidemment, mes parents, ils m'ont dit non, tu seras avocat, si tu peux, tu seras médecin. Et quand j'ai dit que je voulais être journaliste, on m'a dit mais non, il n'y a pas la place parce que tu as des origines étrangères, algériennes, ça va être compliqué, il faut connaître des gens, les médias, c'est fermé. Et c'est vrai que quand Rachid est arrivé, je me suis dit, ben voilà, c'est possible. Un monsieur qui s'appelle Rachid qui devienne journaliste. Et donc j'y ai cru. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a des visages d'origine maghrébine qui sont à l'antenne, ici même à BFM. Mais peut-être qu'effectivement le climat actuel qui est très tendu rend les choses quand même délicates. Où on sent Donc c'est encore délicat. C'est délicat. On peut pas dire. On a toujours peur d'un dérapage qui en serait pas un pour nous, mais je sais pas, par exemple, on sait par exemple le sujet du Proche-Orient, par exemple, on se dit ben non, je vais pas en parler, c'est pas possible. Il y a plein de choses comme ça qui sont quand même compliquées. Et c'est vrai que il y a encore, on aurait pu penser que Rachid avait ouvert la porte en grand. Elle reste encore entrouverte et on a quand même des visages qui existent, mais qu'on compte sur une main, quoi. C'est pour ça que notre mot d'ordre, c'est l'apaisement. Leak, c'est un média qui n'est pas un média d'information, c'est un média d'entertainment et qui fait en sorte qu'il ne parle que des choses créatives, positives. Essayez de changer un peu l'image globalement. Donc quand il y a une actualité comme ce qui se passe le 7 octobre, vous décidez de ne pas le couvrir? C'est le choix éditorial depuis le début. Nous ne sommes pas un média d'information. C'est toujours bizarre venant de la part de quelqu'un qui a passé 35 ans de sa vie dans le journalisme. Mais c'est un choix éditorial que j'ai fait. Et je pense que c'est par là qu'on peut arriver à de l'apaisement. Quand on traite que de l'actualité, je pense qu'on ne fait que souffler sur les braises. Quand on traite de l'actualité culturelle, l'entertainment comme on le fait, on essaie plutôt de trouver ce qui nous relie plutôt que ce qui nous divise. Justement, il y a une vidéo sur Leak où Rachid vous interviewez Asdin en lui demandant « Tu n'as pas peur d'être à ton tour l'arabe de service ?» Asdin, vous répondez non. Est-ce que c'est ça la vraie différence entre l'époque de Rachid et la vôtre aujourd'hui? Oui, parce que déjà, d'autres sont passés avant moi, donc c'est un peu plus simple.
j'ai moins cette pression, même si je le sens dans la rue. Quand je vais faire mes courses, on parle beaucoup de ça. Mais en même temps, on ne peut pas revendiquer et vouloir une représentativité plus forte. Et quand ça nous arrive, dire ouais, mais je suis l'arabe de service, on m'a pris pour ça. Ben oui, peut-être qu'on m'a pris pour ça. Certains, on les prend parce qu'ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des beaux cheveux, ils ont une telle spécialité. Moi, il n'y a pas que ça. Ça fait partie de ma trajectoire, de mon histoire. C'est parce que je connais ce sujet, parce que j'ai peut-être grandi en banlieue, mais pas que, parce que j'ai fait des études de droit, de sciences politiques, que j'aime le foot et que voilà, et plein de choses qui font ce que je suis. Mais c'est pas grave qu'on me dise. En plus, le mot arabe, moi, j'en suis fier. Hein, arabe. Voilà. Donc, je préfère. C'est le mot de service. Effectivement, c'est un reproche qu'on fait en politique. On a une ministre de la Culture. Elle n'a pas fait, elle a pas ouvert sa bouche pour dévoiler ses réformes. On lui est tombé dessus en disant ouais, mais elle n'est pas crédible. C'est une beurette, j'ai entendu. Et voilà, il y a eu cette polémique là sur la petite beurette. Donc, on a compris que ça allait nous coller à la peau. Donc il y a deux façons de réagir. Soit on pleure, on se victimise et on fait que ça. Soit on dit allez, tant pis, moi j'avance et je montre que je sais faire les choses, qu'on peut être des bons journalistes. Et c'est ce qu'on veut montrer dans LIC, justement. C'est pour ça, et je paraphrase un peu Rachid, qu'on choisit d'aller voir des personnes inspirantes, des personnes qui montrent, ouais, on peut être méditerranéen, parce qu'attention, on est assez large, on peut être méditerranéen et faire des choses hyper fédératrice. Et moi, je prends toujours l'exemple de DJ Snake. DJ Snake, c'est pour moi l'incarnation de LIC. Il faudrait qu'il parle chez nous. Hein. On l'attend. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est une invitation, là, que vous faites. Oui, elle est déjà lancée. Ouais, déjà lancée. Donc, pour vous, il n'y a pas vraiment de discrimination positive ? Que ce soit quand on est arabe ou que ce soit quand on est une femme. Il en faudrait, il faudrait plus de visages, de la diversité en général. Je déteste ce mot, mais voilà, il faudrait plus d'arabes et de noirs à la télé. On va être cash, voilà. Il en faut plus. Donc si ça, c'est de la discrimination positive. En tout cas, si la discrimination positive, c'est dire que l'antenne doit ressembler à la société, je l'assume totalement. Et donc oui, allons-y. Moi, je suis pour. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même on est quand même plutôt sur un modèle inverse. On a du mal à avoir des Asdine, des Karim, des Rachid à la télé. Donc oui, poussons. Je n'ai jamais été pour la discrimination, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, mais je pense plutôt à l'action positive. Et j'ai souvenir, j'ai passé quelques années au CSA où je me suis occupé notamment des questions de diversité, de représentation des diversités à la télévision. C'est un terme qui revenait, discrimination positive au CSA ? Ça revenait, oui, mais comme c'est une discrimination positive, il faut que ça soit acté. C'est un quota, il faut presque que ce soit la loi qui le fait. Moi, je crois vraiment plus que, plutôt que de choisir des lois, de définir des quotas, je crois vraiment plus à l'action. C'est-à-dire qu'on regarde les gens pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils sont véritablement, ce qu'ils font, et non pas ce qu'ils ont l'air d'être. Et donc, juste pour terminer sur cette période du CSA, assez ancienne, mais dont je me souviens encore, et je sais que, notamment dans le groupe qui nous accueille aujourd'hui, il y avait déjà une volonté, j'ai souvenir d'Alain Veil, me disant très, très précisément « Je veux simplement que mes entraînes ressemblent à la société française ». Et il avait parfaitement raison. Alors, LIC, c'est quoi l'objectif principal ? Pourquoi avoir créé ? Pourquoi ce choix de vouloir couvrir la culture méditerranéenne ? Racontez-nous comment ça s'est fait, comment vous êtes rencontrés. C'est un constat tout d'abord, avant qu'on se rencontre, c'est le constat que globalement, si on regarde attentivement le secteur de l'entertainment, on se rend compte que la France et les pays méditerranéens vivent de plus en plus sous l'influence de ce que nous on appelle la pop med et de moins en moins sous l'influence anglo-saxonne. Ça, c'est le principe de départ, c'est quelque chose qu'on a vérifié avec des études très sérieuses qui font qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde du cinéma, de la peinture, dans le secteur de l'humour, de la gastronomie, vous voyez bien que les influences qui se dessinent autour de la Méditerranée, et en France en particulier, sont méditerranéennes. Ça, c'est vraiment un constat qu'on a fait. La pop med, c'est quoi exactement ? Est-ce que c'est un peu ce que fait Combini, par exemple ? Comment on peut le définir ? La pop med, c'est tout ce qui est créé autour de la Méditerranée. Que ce soit aussi bien un chef, un gastronome, qu'un créateur de vêtements, qu'un créateur de musique. Et on se rend compte surtout, ce qui unit tout ça, ce qui unit cette pop med, c'est qu'elle est déjà reliée par le monde digital. C'est déjà des jeunesses qui sont reliées entre elles par le monde du digital. Elles sont séparées par la Méditerranée, mais elles sont reliées par ce monde du digital. Elles vivent déjà ensemble. Elles ne connaissent pas les différences. Donc, c'est un vrai bassin de population. C'est au bas mot, quand on regarde ceux à qui on s'adresse, les fameux millennials, c'est plus de 100 millions de personnes autour du bassin de la Méditerranée. Ça, c'est pour vous donner une idée de ceux à qui on s'adresse. Et alors, Asdine, comment est-ce que vous avez rejoint LIC ? LIC, ça veut dire pour toi, on est d'accord ? Exactement.
Alors, déjà, moi, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose lorsque j'ai vu Emmanuel Macron se rendre en Algérie, aller dans la boutique de DJ Snake, de Disco Maghreb. Et là, il fait d'ailleurs, c'est peut-être la séquence qui est restée de ce voyage. Et là, en fait, pour moi, ça a représenté ce pont, c'est-à-dire que le président français qui va célébrer une culture française, en fait, parce que DJ Snake, il est français, mais où il tire ses inspirations musicales de son enfant, enfin de ses parents, de sa maman, et de ses origines algériennes, de ses vacances au bled. Et là, et savoir que ce DJ soulève les foules, enfin la planète, quoi, enfin c'est star planétaire, je me dis, ouais, là, il y a un vrai truc. Et quand Rachid me parle de ça au détour d'une interview que je fais, en plus, dans le cadre du doc, l'Arabe dans le poste, qui parle justement de la représentation, de la représentativité des personnes maghrébines en France. Dans les médias notamment. Et là, quand il me dit ça, et moi j'avais ça en tête avec DJ Snake, je dis mais oui, exactement, c'est ça. Et ma porte d'entrée, ouais, c'était un peu la culture. Donc la musique et le cinéma, on se rend compte aujourd'hui, avant on avait 1 ou 2 acteurs, on citait toujours Tahar Rahim et puis allez, Roche Dizem, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on en voit quand même de plus en plus. Il y a même des réalisateurs. Voilà. Et ce sont des gens qui assument complètement cette double culture. Oui. D'autant plus important que ça a aussi des valeurs économiques derrière tout ça. Et c'est peut-être ça dont on pourrait effectivement, on va y venir évidemment. Mais voilà, il y a ce constat, c'était le constat qu'on a fait, mais ensuite il y a toutes les perspectives économiques. En fait. C'est une niche où il y a beaucoup de monde. Hein. Plus de 100 millions de... C'est une grosse niche. Une petite maison, une grande maison. C'est un vrai bassin vivant. C'est un bassin de gens, je le redis, très connectés, des jeunesses très, très connectés. En Algérie, mon pays natal, il y a 42 millions d'habitants. Je crois qu'il doit y avoir 30 millions de gens, voire plus, qui ont un compte Facebook. Donc ce sont des populations extrêmement connectées et extrêmement consommatrices également. Et c'est ça qu'on essaie d'adresser aussi. Mais d'un autre côté, ce que nous, on essaie de remonter, c'est de mettre en visibilité tous ces créateurs qui existent dans leur pays et qui ont envie de s'adresser au monde, pas simplement à la France. Nous, on le voit dans nos audiences, on voit qu'aujourd'hui, on est fortement regardé sur le bassin méditerranéen, France, Tunisie, Algérie, Maroc, mais on commence à avoir des vues aux États-Unis, du fait des diasporas, on commence à avoir des vues en Égypte, à Dubaï. Donc il y a vraiment, c'est un phénomène mondial dans le centre et la Méditerranée. Le modèle économique de Leak repose sur une offre B2B de brand content que vous proposez pour les marques. Donc c'est de la production de contenu pour les marques. Vous espérez être rentable dans 3 ans. Vous avez effectué une première levée de fonds de près de 300 000 €. Vous êtes en train d'en préparer une seconde ? Elle est en cours depuis quelques jours. Ouais. Pourquoi ? Pour produire plus, pour recruter, pour avoir plus de moyens. On a une petite équipe pour l'instant, une demi-douzaine de personnes, pour pouvoir produire plus, pour pouvoir produire encore mieux, parce qu'il y a la notion de qualité sur laquelle on aura peut-être l'occasion de venir. Des Combini, des Brut, des Loopsiders ont pas mal réussi, même bien réussi chacun dans leur secteur. On est la conséquence, d'une certaine façon, de ce qu'ils ont réussi. Simplement, nous, on l'adapte à une sphère géographique culturelle qui nous paraît, elle, économiquement, pas encore adressée. Et alors justement, cette audience que vous touchez et que vous comptez toucher, vous allez aussi compter sur la pub grâce à ce levier d'audience La pub, ce sera vraiment anecdotique. Hein. Vraiment l'essentiel, vous l'avez dit, hein, c'est le brand content, c'est la production à la façon de Leak. Et c'est pour ça qu'on a déjà aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de grandir et de grossir, on a des discussions avec un certain nombre de marques qui adressent le même public que nous. Et des grandes marques françaises, il y en a déjà une trentaine avec qui on discute. Alors je ne vous donnerai pas les noms par définition, mais avec qui on discute parce qu'elles veulent s'adresser à ça. Donc c'est un partenariat, on va leur apporter notre savoir-faire, notre connaissance de ce terrain-là. Et puis de leur côté, mais on a besoin de leur argent pour y arriver. Et alors ce sera quoi, Leak, dans 10 ans ? Leak, c'est comme BFM, c'était une niche quand ça a commencé. Hein, on veut bien être le BFM, la Méditerranée. C'est toi qui a peut-être une idée à la tête. Vous espérez quoi de Leak dans 10 ans ? Moi, je souhaite d'abord que Leak soit dirigé par quelqu'un de jeune, par quelqu'un qui aura bénéficié de mon expérience. Parce qu'en fait, le vrai intérêt pour moi, qui vient du monde de la télévision et de l'hertzien, c'est d'appliquer tout ce que j'ai appris au monde du digital. Et le monde du digital, moi je suis convaincu que ce n'est pas simplement des vidéos où on regarde des chiens et des chats, où on regarde des tutoriels sur du maquillage, c'est aussi du contenu de qualité. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est du contenu de qualité. Merci beaucoup Rachid Arab, Asdine Ahmed Chaouch d'avoir été avec nous dans Hebdocom. Leak à retrouver donc sur Facebook, sur TikTok, sur Insta. Oui. Et YouTube. Partout sur le digital. On est partout. Tout de suite, on revient sur l'annonce de la semaine, la succession de Nicolas Taverneau. Et c'est Edwige Chevrillon qui vient nous en parler dans Hebdocom.
Big Bang dans le monde des médias cette semaine. Nicolas Taverneau qui passe la barre après 37 ans chez M6, qu'il a créé, qu'il a façonné. Et on en parle avec vous, Edwige Chevrillon. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là. On ne vous présente plus, hein. Vous êtes une des figures de BFM Business. Vous savez combien de fois à peu près vous avez interviewé Nicolas Taverneau? Oh là là, je ne sais pas, une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Mais en même temps, ce n'est pas son exercice favori parce qu'il est capable d'être très langue de bois. Ah, oui. Vous trouvez? Oui, il est capable de... Comment on fait pour le sortir de sa langue de bois? Le grand fauve du PAF, comment on le fait pour le faire sortir de sa tanière? Pas toujours évident, ça dépend un peu de son humeur. Il y a des fois où il est au contraire de très bonne humeur. Alors là, c'est un festival de bons mots, festival de sourire carnassier. Il aime bien aussi croquer ses adversaires. Mais en face, hein, c'est très intéressant de voir qu'il a été salué, en tous les cas, par tous les autres grands dirigeants de chaîne, que ce soit Rodolphe Palmer, Delphine Ernotte ou encore Maxime Sada. Tout le monde l'a salué parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment être très dur en affaires, mais en même temps, il fait ça avec un grand sourire carnassier. Donc c'est un bon concurrent. Oui, difficile concurrent. Difficile concurrent. Mercredi soir, le lendemain de l'annonce de la succession, vous avez reçu le président de l'autorité de la concurrence qui a notamment refusé ce dernier projet que portait Nicolas Taverneau, ce projet de fusionner TF1 et M6 qui était impulsé, qui était piloté par Nicolas Taverneau. C'était dans la grande interview de Good Evening Business. On écoute un extrait. Taverneau va me manquer. C'est vrai qu'on a ferraillé, comme vous dites, mais toujours dans un esprit courtois et professionnel. Et c'est un immense professionnel de la télévision. Il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont la télévision fonctionne. À la fin, on n'était pas d'accord, c'est la vie. D'abord, c'est une très grande réussite industrielle et financière. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu une vision pour son entreprise. Et nous, on n'est pas là pour tuer les visions. On n'est pas là pour tuer le rêve des chefs d'entreprise. On est là pour faire appliquer la loi. Et là, en l'occurrence, ça passait pas, c'est tout. Il va quand même lui manquer ce projet. C'était pas un petit peu trop ambitieux de la part de Nicolas Taverneau? C'est peut-être son échec en fait, parce qu'il y a cru, alors que pourtant, y compris du côté de TF1, on y croyait, surtout à la fin, pas beaucoup. Il y avait eu quand même quelques alertes en disant non, ce projet, il n'est pas tenable. Vous savez, c'était la question de définition du marché pertinent. On ne va pas revenir là-dessus, hein. Rebecca, c'est un peu technique, mais en même temps essentiel, notamment sur l'avenir de la télévision. Sans doute un peu trop précurseur. Mais en tous les cas, il a dit niet à Nicolas Taverneau. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des échanges quand même extrêmement, allez, soyons polis, forts. Mais Benoît de Cœuré reconnaît la force de Nicolas Taverneau. Mais c'est son échec quand même, Nicolas Taverneau. Ouais, il a un peu fini sur un échec. Oui et non, parce que quand même, on a salué, regardez tout. Je pourrais vous citer là tous les éloges qu'il a reçus. C'est quand même le départ d'une figure. Il n'y en a plus beaucoup, hein, quand vous regardez le paysage audiovisuel français. Il n'y en a même plus du tout. Avant, il y en avait des carnassiers. Maintenant, c'est un tout petit peu plus soft, on peut dire ça comme ça. Peut-être moins du côté de Canal. Mais c'est vrai que cet échec, sa sortie, en tous les cas, ne résout pas trop tout. Ça résout au moins son problème de succession, ça c'est clair. Et alors, il a réussi à garder cette annonce secrète jusqu'au bout quand même. Hein. Ouais. Il a surpris tout le monde puisque c'était prévu pour août 2025. Pourquoi maintenant, à votre avis? Pourquoi comme ça? À mon avis, c'est que d'abord, il a dû avoir un peu de pression quand même de ses actionnaires, qui avaient une question. Il sort avec des beaux résultats. Il faut quand même dire que c'était quand même il a réussi à créer un groupe le plus rentable du PAF. Donc, il faut dire qu'il gérait ça au cours d'eau. Pas facile de travailler sous ses ordres. En tous les cas, c'est ce que disent beaucoup de témoignages. Mais il y a la question des audiences. Les audiences ne sont pas très bonnes. Donc, il y a la question de l'actionnariat. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de questions. Et je pense que tout d'un coup, il s'est dit, bon, c'est le moment. Puis, c'est aussi dans son caractère. Il aime bien surprendre un peu les gens. Nicolas Taverneau, c'est un patron comment? C'est toujours amusant parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est... que je connais bien, donc il peut être très drôle, très amusant, très charmant, très charmeur, mais en même temps, vous n'avez pas intérêt à ne pas avoir blindé tous vos arguments lorsque vous lui posez une question un peu insidieuse, hein, parce qu'il sait tout, il connaît tout, il travaille, c'est un travail acharné, et donc c'est pas toujours évident de l'interviewer, mais donc il faut, un peu plus que pour les autres peut-être, enfin, il y en a des comme lui, il faut vraiment travailler son interview, c'est ce qu'on va dire. Vous avez le projet de le recevoir dans les prochains mois? Bien sûr, absolument, tout à fait. Merci Edwige. Et on a échangé là ensemble depuis son départ. Et alors? Ça a l'air d'aller.
Ça a l'air- À suivre, à suivre. Affaire à suivre, Affaire à suivre, voilà. dans la grande interview, Oui. donc Tout à fait. tous les soirs. Merci beaucoup Edwige Chevrillon Merci, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette succession assez inattendue de Nicolas Taverneau. Tout de suite, c'est le Focus. Dimanche 11 février, plus de 123 millions d'Américains étaient devant leurs écrans pour suivre le Super Bowl organisé à Las Vegas. 58e finale du championnat de la NFL, diffusée en clair sur CBS. Du pain béni pour les marques qui ont déboursé en moyenne 7 millions de dollars pour 30 secondes de pub selon Forbes. On a donc voulu se demander cette semaine si vous trouvez que le Super Bowl a réussi à traverser l'Atlantique et nous impacter tous jusqu'à la France. Réponse non à 78% sur plus de 3500 votants. D'ailleurs, merci à tous d'avoir voté. Bonjour Valran, bonjour Valentin. Salut. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous. Valran, je le rappelle, tu es fondateur du groupe, du média Le Crayon, et Valentin, fondateur de J'ai un pote dans la com. Est-ce que vous avez regardé déjà le Super Bowl dimanche soir ? Non, j'ai pas regardé le Super Bowl, je suis pas un grand fan de football américain. En revanche, j'ai évidemment, comme tout bon communicant dans les médias, regardé un peu les résultats des publicités, Les des retombées. retombées, exactement. Valentin ? Nous, on avait des gens de l'équipe qui étaient justement au Grand Rex pour une diffusion inédite avec plein d'activations. Donc, je l'ai suivi un peu dans le TGV. Réponse très claire, donc non. Alors que, selon BBC, ce Super Bowl 2024 a été l'émission la plus regardée depuis 1969, premier atterrissage sur la Lune. Pourquoi non ? Pourquoi cette réponse ? Parce que je pense que le Super Bowl est ce que les États-Unis créent de plus, on va dire, propre à eux. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours intéressant, c'est que les États-Unis et l'Europe, ça se mélange très très bien culturellement et même commercialement. Mais il y a quelques anomalies, dont on peut prendre cet exemple du Super Bowl, où au final ça se mélange très très mal avec l'Europe, tout comme on peut prendre dans l'autre exemple le football, qui se mélange au contraire dans le même sens, assez mal aux États-Unis. Ça reste que c'est un événement énorme, parce que étant la première puissance mondiale, le premier pays avec les consommateurs qui ont le meilleur pouvoir d'achat, en tout cas à l'échelle d'un pays aussi gros, du coup ça reste toujours un énorme banger d'un point de vue de la communication et pour les marques. Valentin, tu es d'accord ? Diffusion quand même sur 230 chaînes dans plus de 180 pays, ça n'a pas suffi pour faire rayonner le show, visiblement. C'est difficile. Les règles du jeu ne sont pas forcément hyper claires pour nous, les Européens, ou nous, les Français. On a en plus le rugby qui vient un peu contrecarrer sur les règles. Mais ça reste un show qui est hyper intéressant pour beaucoup de personnes, mais qui, je pense, reste encore ultra minoritaire en termes de pratiquants en France et de spectateurs. Et alors, 7 millions de dollars pour 30 secondes de pub, est-ce qu'il y a eu un spot qui a fait la différence ? Quels ont été rapidement les tops et les flops de ce Super Bowl ? Il y a eu un spot, je pense que personne ne l'a loupé, c'était celui de Kanye West, qui a littéralement payé 7 millions de dollars pour réussir à diffuser son spot, qui était un selfie de lui dans une voiture, potentiellement un Uber, et qui dit en gros, allez acheter des Yeezy. Il a l'air presque bourré pendant qu'il fait cette vidéo-là. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a été un carton parce que Yeezy a enregistré en une semaine plus de 22 millions de ventes liées à cette publicité et liées à cette annonce-là. Ce qui prouve bien quand même qu'on est en train de vivre aussi une nouvelle ère de la communication où on peut prendre le contre-pied des publicités extrêmement produites pour parfois faire soit du détournement, soit du homemade et que ça peut avoir un énorme impact. Après, c'est Kanye West, il y a toujours des codes qui ne s'appliquent pas forcément aux autres marques. Oui, c'est vraiment parce que c'est Kanye West, là, pour le coup. Oui, mais en fait, on pourrait imaginer beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres chanteurs, stars ou même potentiellement politiciens réussir à faire pareil. Et eux n'auraient jamais pris ce risque-là. Et ça a quand même un vrai succès commercial parce qu'en termes de vente, il a fait quand même pour l'instant x3 et peut-être même plus avec les retombées. Pour chaque édition, il y a 2 stratégies qui sont déployées par les annonceurs. Soit le spot est dévoilé quelques jours ou heures avant la diffusion du match. Et l'autre stratégie, c'est d'attendre et de diffuser, pour diffuser le jour J et garder la surprise. Est-ce qu'il y a une meilleure stratégie qu'une autre, selon vous ? Moi, je pense clairement que c'est la meilleure stratégie, c'est de garder le moment où tout le monde va être devant son écran. Surtout que quelque chose qui est quand même très étrange pour des Européens et qu'on n'a pas encore vraiment complètement intégré, je pense, c'est qu'aux États-Unis, personne ne veut louper les pubs. Alors pour terminer ce focus, je voudrais qu'on fasse un petit jeu. Je vais vous donner 5 chiffres qui sont liés d'une manière ou d'une autre avec cet événement, avec le Super Bowl, et vous devez vous deviner à quoi ils correspondent. Il y en a 5, donc on va voir lequel de vous deux gagne. Premier chiffre, 7500. Le à quoi prix, correspond prix du billet ? Prix de la place. 7 millions. C'est le prix du spot. On l'a dit depuis tout à l'heure. Je suis très fort. 331,5 millions. Téléspectateurs au global ? Non. Pas que US ? Chiffre d'affaires généré par les sociétés, par les annonceurs ? Non. Non.
Chiffre d'affaires de l'événement? Recette? Non. Je l'ai pas. C'est Taylor Swift qui a généré l'équivalent de 331,5 millions de dollars juste de par sa présence. Je voulais qu'on en parle très rapidement. Taylor Swift, l'impact qu'elle a eu sur ce Super Bowl, comment on l'explique? Mais il y a son joueur, enfin il y a son copain ou son mari, je ne sais pas s'ils sont mariés ou autre, qui est joueur, donc ça a aussi un impact. Son nouveau petit ami. Ouais, il y a un vrai lien et ça a amusé la toile. Enfin, c'était un moment important. Et les images, il y a eu plein de photos, donc ça a joué. Et puis bon, ils ont tiré le fil de ça. Et puis aussi l'artiste en tant que telle, elle est incroyable. Cette année, c'est une année folle pour elle. On le voit partout, donc ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, je pense. C'est comme si c'était l'aboutissement. On parle beaucoup d'elle depuis 3-4 ans comme comme la plus grosse artiste, ou en tout cas celle qui est en train de truster tous les top charts. Et ça fait 3-4 ans que c'est un peu elle la numéro 1. Et ça converge vers l'événement mondial pour un artiste qui est la mi-temps du Super Bowl. Et donc du coup, au final, je trouve que c'est pas étonnant qu'elle culmine là-dessus. Et en plus, il faut reconnaître qu'elle a toujours été très forte sur la manière de réussir à gérer ses sources de revenus liées en fait à toute l'image qu'elle réussit à créer, quoi. On pourrait en faire un focus un jour de la communication de Taylor Swift. 23,1 milliards. Le nombre de vues en ligne? Non. Chiffre d'affaires? Non. Toujours pas? Généré par? Par les annonceurs? Non. Par l'événement au global? Non. Généré en paris sportifs. Ah oui, tu nous as bien Près eu, là. de 68 millions d'Américains ont misé une somme d'après l'American Gaming. Tu mets ton pari juste pour être excité devant le match. C'est clair. Ce qui correspond à un Américain sur 5 qui a parié de l'argent. Et enfin, 1,45 milliard. Nombre de personnes qui ont vu le show? Non. Les recettes directement encore, le chiffre d'affaires, non? Non. Ouais, non, toujours pas. On l'aura pas ce chiffre-là? On l'aura pas, ce chiffre. On l'aura pas. Dis-nous. Non, D'aile de poulet engloutie. Wow. Putain, on l'aurait pas eu celle-là. Merci Valentin Richardot, Valran Moulet-Berthaud d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay et podcast et sur le site de BFM Business. Très très bon week-end. Hebdocom sur BFM Business.